Alors bonjour à tous, donc Mathieu Pébail de la société Deprofondis. Et donc pour cette présentation, on va rester dans les dom-tom sur le thème de la climatisation à haute mer profonde. Hop. Bon, déjà. Donc on va revenir au début. Donc je vais essayer de vous montrer, même s'il n'y a pas de lien au premier abord, entre la climatisation à haute mer profonde et le produit litho 3D qui est plutôt vers la surface, mais on va y revenir après. Alors, qui sommes-nous? À l'origine, Deprofondis est un bureau d'études thermiques spécialisé dans les énergies renouvelables et plus particulièrement la climatisation à haute mer, de par l'expérience de son fondateur, Bruno Garnier, à l'Ifremer de Tahiti. Deprofondis Ingenium est né en 2011 de la volonté commune entre Deprofondis et EDF de développer les systèmes de climatisation à haute mer profonde, ou SWAC. Alors, qu'est-ce qu'un SWAC? Un SWAC, Seawater Air Conditioning, c'est un système de climatisation à l'eau de mer. Donc, on capte de l'eau de mer profonde, aux alentours des 1000 mètres de profondeur. On la pompe jusqu'à la surface, d'où on transfère les frigories entre la boucle primaire d'eau de mer donc, et une boucle secondaire d'eau douce. Donc on la transfère au moyen d'échangeurs thermiques et ensuite on la rejette vers les 200 mètres de profondeur pour éviter de perturber la couche photique. Cette technologie évite les systèmes classiques de production d'eau glacée avec cycle de compression. Donc, au niveau du système, la conduite elle est en PEHD. C'est les mêmes conduites que vous avez pour l'eau potable ou le gaz. Et elle va capter jusqu'à 1000 mètres de profondeur puisqu'on a besoin d'une eau assez fraîche pour pouvoir faire tourner les systèmes de climatisation qui sont classiquement entre 7 et 12 degrés. Donc, on la capte vers 5 degrés autour de 1000 mètres et elle perd à peu près 2 degrés de réchauffement dans la montée. Donc l'intérêt du SWAC, le principal intérêt, c'est la réduction de la consommation électrique. Je ne sais pas si le micro marche bien. Ça va pas? Ok, très bien. Donc la réduction d'environ 80% de la consommation électrique liée à la production de froid. Ceci parce qu'on évite le cycle le plus gourmand en énergie qui est la compression. Nous, il s'agit d'un simple relevage d'eau de mer. Cet intérêt, il est surtout pour EDF, parce que ça leur permet de réduire la facture énergétique globale de l'île, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais sur les DOM, le coût de production électrique est supérieur au coût de vente à l'utilisateur, ceci dans le cadre du service public de l'électricité. Donc EDF est gestionnaire de la CSPE, la petite taxe qu'on paye tous, qui permet d'assurer le même prix de l'électricité pour tous les citoyens français. Et donc EDF a vocation, chargée par la CRE, de développer des projets qui permettent de réduire la facture énergétique de l'île. Donc l'intérêt environnemental qui en résulte, c'est celui sur les gaz à effet de serre. Si on diminue la facture énergétique d'un client ou de l'île, vu que dans les DOM, le taux de pénétration des énergies renouvelables ou des énergies décarbonées, puisque eux n'ont pas le nucléaire, il est très faible, hors Guyane, mais la Guyane est un peu particulière puisqu'ils ont un gros barrage électrique. Mais par exemple, sur la Martinique, le taux de pénétration des ENR, il est d'environ 6%, ce qui fait quand même 94% de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles. Pardon. Un autre intérêt environnemental, c'est celui d'éviter les liquides réfrigérants dangereux de type fréon qu'il y a dans les climatisations classiques, les splits que vous trouvez dans tous les hôtels. Un autre intérêt sanitaire, et particulièrement pour les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est des grosses infrastructures. Généralement, ils ont des groupes à eau glacée, et pour refroidir les groupes à eau glacée, après le système de compression, c'est un peu l'équivalent de la grosse grille qu'il y a derrière votre frigo. Les hôpitaux utilisent des tours humides
qui sont source de légionnelles, pour refroidir leur groupe à compression. Et donc, avec un SWAC, on permet d'éviter cette problématique sanitaire. Ensuite, un autre intérêt, c'est plus au niveau de la philosophie d'EDF de développer des petits systèmes reproductibles dans les îles et d'avoir une ressource disponible 24 heures sur 24, contrairement aux autres énergies renouvelables telles que le PV ou l'éolien. D'accord, ok. Alors, bon, pour évaluer le potentiel SWAC, globalement, on a besoin donc, du gradient thermique et de la bathymétrie. Il y a plein d'autres paramètres, mais on ne va pas les détailler. Et donc, on a la bathymétrie profonde et la bathymétrie de surface, qui est quand même très importante pour nous, puisque ça nous permet de calculer le réchauffement interne et également la faisabilité des chantiers. Voilà, donc on utilise des données CHOM pour la bâtie profonde et les données litho 3D. Donc, en ce qui concerne les performances techniques d'un SWAC, donc la bâtie permet de calculer le profil de notre conduite telle qu'elle est réellement sous l'eau. Donc, qui dit profil dit les pertes de charge. Donc, on a accès au débit et à la consommation électrique. Et également, on a accès au réchauffement de l'eau pompée, ce qui nous permet de calculer la puissance froide de l'installation. Ensuite, donc, il y a une part qui est la faisabilité technique d'un SWAC, et ce qui est presque le plus important, c'est la faisabilité au niveau des chantiers, puisque sur de tels systèmes, les chantiers peuvent représenter jusqu'à 60% de l'investissement total. Donc nous, il y a deux forts enjeux. Il y a le franchissement du littoral, où on propose une solution de type forage dirigé, qui permettrait d'éviter de défigurer toute la frange littorale. Notamment, ce qui peut se faire, c'est des dragages où on casse la falaise, ou des tranchées où on casse la falaise. Et là, dans ce cas, on détruit toute la biodiversité environnante. Donc, cette technique est très fortement appuyée par la DEAL à La Réunion. Et nous, on est friands des données litho 3D, justement pour calculer la faisabilité de notre forage, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, et donc le prix auquel ça va coûter. Puisque le coût d'une technique de forage dirigé est très dépendant de la longueur du forage. Ensuite, une autre problématique, mais là on commence à sortir du champ litho 3D, c'est l'ancrage. Notre conduite, une fois qu'elle sort du forage, elle doit être ancrée sur le sol pour pouvoir résister aux conditions cycloniques. Donc là, on a aussi besoin des données bâties. Alors là, oui, vous voyez rien, mais également une autre possibilité. Alors ici, c'est la vue du port de Saint-Pierre à La Réunion. Nos conduites, elles peuvent mesurer jusqu'à 8 km pour aller chercher l'eau à 1000 mètres de fond. Et donc, on a besoin d'un grand linéaire pour pouvoir les souder. Et du coup, on a besoin de la faisabilité, enfin, on regarde la faisabilité des chantiers en eau profonde, notamment là où on proposait de souder la conduite dans une ravine, en période sèche bien sûr, et de l'évacuer par un petit bras de rivière qui donne directement sur le port de Saint-Pierre. Donc là, grâce aux données litho 3D, on a pu démontrer la faisabilité physique de la solution. Alors, je ne peux pas vous présenter tous les résultats de l'étude, mais brièvement, ici on a donné à EDF des cartes de potentiel sur les DOM. Et vous voyez donc la couleur verte indique un site avec un fort potentiel SWAC et un dégradé jusqu'à la zone rouge. Bon, bien sûr, il ne faut pas regarder la partie centrale de la carte puisqu'on ne va pas faire de captage d'eau de mer profonde au centre. Mais ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les petites zones vertes. Donc au niveau de Saint-Pierre, au niveau ici vers la fin du lagon. Donc on précise que dans ces cartes de potentiel, on intègre bien la dimension biodiversité avec un facteur entre guillemets négatif, puisque poser une telle installation, notamment des ancrages sur un corail, risque d'être compliqué. Et donc aussi une zone assez favorable au niveau du port.
Ensuite, bon, on va peut-être pas détailler chacun des exemples, mais on a produit pour chacun des 3 départements, Guadeloupe, Réunion et Martinique, des cartes de potentiel. Notamment, ces documents permettent à EDF de, après, aller voir les clients pour leur proposer des systèmes plus performants pour la clim. Bon, je ne sais pas après si j'ai le temps de détailler. Alors, vite fait, juste pour vous dire que l'aéroport de Nice est aussi intéressé par cette solution. Bon, bien sûr, on ne peut pas chercher de l'eau à 5 degrés en Méditerranée. Hein. Le fond est à 13 degrés et constant. Mais on peut travailler sur des émetteurs de froid différents, notamment pour de la déshumidification de l'air ou des plafonds froids qui viendront en complément de groupes classiques. Donc, ce système permettrait d'aider l'aéroport s'il souhaite installer un terminal à énergie positive. Voilà. Merci de votre attention. C'était peut-être un peu dense. Si vous avez des questions. J'ai une question là, vous avez beaucoup parlé du coup des zones bancaires à la métropole. Il se trouve que vous on a donc effectué un EBITDA pour l'Union française. On commence tout juste à recevoir les données. Est-ce que pour vous c'est une zone de développement possible, puisque dans ce cas on pourrait éventuellement envisager des traitements un petit peu prioritaires par rapport à ces possibles installations de SWAC. Je ne sais pas, voilà. La Polynésie, est-ce que vous avez ce genre de projet également? Oui, il y a un projet qui existe depuis très longtemps sur l'hôpital de Papeete à Tahiti. Alors, oui et non. Nous, on est entre guillemets un peu lié à EDF, puisqu'ils représentent presque 90 à 100% de notre chiffre d'affaires. Donc EDF, c'est pas eux qui gèrent l'énergie à Tahiti, mais on peut envisager de travailler. Il y avait d'ailleurs un appel d'offres justement pour la faisabilité d'un tel système. Mais après, c'est très compliqué pour des boîtes, même de métropole, d'entrer sur des marchés comme ça, où les conditions de l'appel d'offres ne sont pas toujours très claires. Mais je pense que... Bon, on ne va pas rentrer sur la politique là-dessus, mais en tout cas, ça pourrait intéresser, peut-être pas nous, mais des bureaux qui travaillent là-dedans. L'exemple que vous nous avez montré, on tourne au sein du ministère de l'Environnement. Donc là, on est passé côté service qui gère l'énergie, c'est bien. Juste avant, on était bien revenu dans les risques. Malheureusement, il n'y a qu'un seul service qui finance sur les fonds Barnier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à démontrer ce que l'on connaissait bien, c'est-à-dire que cette... Allez-y, vous pouvez, je pense, vous installer, je vous remercie. Ce que l'on connaissait bien, c'est-à-dire que cette donnée sert à énormément et à beaucoup de pans de nos activités littorales. Et là, on était aussi à la fois sur l'énergie et de la croissance bleue, puisque le fait que ces données soient open, ces données soient gratuites, permet à des entreprises de s'en emparer et de faire de l'aide à la décision, à la fois pour les collectivités, mais aussi pour les grands groupes.